Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzang Trinde, Pascal Trifingui. Et aujourd'hui, nous allons parler des représentations symboliques. En règle générale, la plupart d'entre nous, on aime bien faire des petits dessins. Donc ces petits dessins nous permettent de représenter les choses. C'est ce qu'on utilise en matière de logo. Un restaurant, c'est une fourchette et une cuillère croisée pour manger. Et puis dans certains cas, les personnes vont plus loin, c'est ce qu'on appelle la pensée magique. Par exemple, je vais me déplacer en voiture et je vais me dire, tiens, si je vois plus d'Audi que de BMW, ça veut dire que je dois prendre telle décision. Qui n'a pas fait ce genre de pensée magique, qui est une pensée idiote en réalité, c'est juste sentir son pouls intérieur. Donc la plupart d'entre nous, on utilise les symboles de manière narcissique, de manière égocentrée. On essaye de se convaincre soi-même avec des conventions mentales. Et même, on n'est même pas fidèle à ses propres conventions mentales. Des fois, on les modifie parce que, après tout, l'être humain, ce qu'il veut, c'est avoir raison et se sentir confortable par rapport à ses choix. Quand on a fait un mauvais choix, revenir en arrière, c'est très douloureux. Et la plupart d'entre nous, on préfère continuer dans un chemin erroné plutôt que d'en se remettre en question. Ce matin, je discutais avec quelqu'un qui lève un peu le coude et qui fume pas mal. Et je lui disais, tu vois, le café au lait, c'est mauvais pour la santé, je le sais, j'en prends. Et je suis assez intolérant au gluten et pourtant, je viens de manger un pain au raisin dans une boulangerie française. On est ici à Brasilia. Et donc, effectivement, il y a des choses qu'on sait qu'elles sont pas bonnes pour nous et pourtant on continue un peu à les faire. Et pour pouvoir être en accord avec nous, continuer à les faire, on développe énormément de ruses avec soi-même. La plupart des gens ne veulent pas de conflit intérieur, ils veulent être en accord avec ce qu'ils font, donc ils vont négocier en permanence avec eux-mêmes. Alors quelquefois, on est aussi en négociation avec notre entourage. On doit négocier avec notre entourage, négocier avec notre famille, négocier au travail, négocier avec les collègues. On est en permanence dans la négociation parce qu'on est tous interdépendants. Ça, c'est le symbolisme samsarique, c'est-à-dire c'est des faux symboles qui sont complètement erronés, complètement impurs. On invente des lois, on invente des mécanismes, on invente des process, etc. Et puis à la fin, on s'aperçoit que c'est pas très heureux. L'idée d'une centrale nucléaire, c'est bien sur le papier, mais dans les faits, c'est une catastrophe écologique. Donc on voit que c'est pas parce que c'est rationnel, c'est pas parce que c'est logique, c'est pas parce que ça semble fonctionner qu'à la fin, ça va donner de bons résultats. Comment faire pour toujours avoir de bons résultats ? Dans le bouddhisme, on a une pensée symbolique. Là, comme dans toutes les religions. Religion, c'est relegare, relier les gens entre eux et se relier avec Dieu et avec la nature, et relegere, c'est-à-dire relire. Lire nos rapports avec les autres. Et dans le bouddhisme, on dispose d'un certain nombre de symboles. Dans le taoïsme, on le verra au mois de juillet, dans le cours de doctrines orientales, puisqu'on va parler du sémitisme sumérien, donc de la tradition sumérienne et comment elle a donné naissance à la tradition hébraïque, puis la tradition judéo-chrétienne et musulmane. Tout ça, ça vient de Sumer, d'Abraham. On verra la tradition indienne et on verra la tradition chinoise. Dans la tradition chinoise, on dispose d'un certain nombre de symboles. Le yin et le yang, qui permettent de voir les alternances entre le chaud et le froid, le jour et la nuit, etc. On a aussi les 8 trigrammes de base. Ces 8 trigrammes de base, ils sont aussi des symboles qui nous permettent de comprendre comment de l'ouvert, et tout est un ensemble d'ouvert et de fermé sur 3 niveaux. Le ciel, la terre, l'étage intermédiaire. 3 traits. Quand ils sont complètement ouverts, ça circule complètement, c'est comme dans la mer. Tout rentre, tout tombe au fond. Et puis quand il y a 3 traits pleins, c'est la montagne, il n'y a rien qui rentre dans la montagne, elle est très dure, elle est comme une sorte de pyramide. Elle est complètement active, tandis que la mer, elle est complètement passive. Il y a aussi les hexagrammes. Il y a 64 hexagrammes. Ces 64 hexagrammes, c'est 64 symboles. Et ces 64 symboles, ils nous permettent d'interpréter, d'avoir un filtre symbolique pour comprendre les choses. Quand vous allez voir une montagne, et un Chinois va voir cette montagne dans un homme, l'homme montagne, parce que l'homme, il doit être stable comme une montagne. Quand un Chinois voit l'idéogramme, le trigramme de la mer, il voit aussi quelque chose de complètement passif, et il va aussi voir une femme. Et donc, dans ce contexte, on a le choix. Où on s'invente ses propres symboles avec ses propres repères et ses propres conventions mentales. On va s'illusionner que soi-même et les gens avec qui on va partager ces symboles. Par exemple, je peux décider,
Rouge, c'est la couleur de l'innocence. Vert, c'est la couleur de la culpabilité. Donc, eh bien, ils ont repris le restaurant, ils l'ont peint en vert, c'est qu'ils sont coupables. Et puis nous, on est resté en Bordeaux, en bon lama bouddhiste, c'est qu'on est innocent. C'est une convention mentale qu'on peut utiliser. Mais est-ce que ça signifie que parce qu'une personne est rouge, elle sera innocente, et parce qu'elle est verte, elle sera coupable? C'est une convention mentale qui est complètement subjective et qui est faite pour s'auto-illusionner ou illusionner les personnes qui sont visées, essayer de les faire rentrer dans des schémas. Ces schémas, c'est forcément des schémas samsariques. C'est pas des schémas d'éveil. C'est des schémas de domination physique. C'est faire rentrer les gens comme des rats dans un labyrinthe pour pouvoir les dominer d'un point de vue psychologique et les utiliser au mieux comme des rats de laboratoire, au pire comme nourriture ou comme distraction, etc. C'est pas compatissant et c'est pas respectueux. C'est super manipulatoire, c'est que des relations de pouvoir. Dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans les religions, on a d'autres symboles. Et ces symboles-là, ils sont pas orientés sur le pouvoir personnel, ce qu'on appelle le Wang Tang. On a un pouvoir personnel à l'intérieur de nous et il doit être renforcé, notre pouvoir personnel, pour pas tomber sous le contrôle des autres. Mais c'est pas une fin en soi. Les symboles du bouddhisme, les symboles du taoïsme, les symboles de l'islam, ils sont là pour nous apprendre à avoir une certaine vision de l'univers qui nous entoure, on appelle ça le cosmos, le Lord qui nous entoure, et puis comment ce cosmos il s'organise à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Il y a quelques années, pendant ma retraite forcée de 4 ans, eh bien, j'ai appris par cœur, sur une période de 4 mois, le dictionnaire des symboles. Je le connaissais déjà pas mal. Je connaissais déjà, on a des petites visites. Je connaissais déjà bien la symbolique traditionnelle et le dictionnaire des symboles, il vous permet, eh bien, de chevalier et guillerand, il vous permet, eh bien, de comprendre tous les symboles dans toutes les traditions. Et il fait d'ailleurs très souvent référence à René Guénon. On a même un dictionnaire de René Guénon avec toutes les entrées. René Guénon a donné beaucoup d'explications. Alors on a le choix. Ou on va dans un mode d'analyse traditionnel, et là on va avoir des symboles qui sont communs à toute l'humanité, qui sont complètement objectifs et qui permettent d'accéder à la connaissance. C'est en règle générale ce qu'on appelle la gnose. Ou alors on va choisir des symboles subjectifs, on va choisir des symboles subjectifs pour se manipuler soi-même. Et une fois qu'on s'est tellement manipulé soi-même, eh bien on a assez de pouvoir pour manipuler les autres. Généralement, une personne qui ment, elle commence par se mentir à elle-même. Et quand son mensonge il est bien rodé et qu'elle croit dans son mensonge, elle va mentir aux autres. Et son mensonge sera d'autant plus efficace que la personne, eh bien, s'est rodée à son propre mensonge. Donc c'est pas tellement une bonne technique. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui va renforcer le processus du samsara. C'est une technique qui va renforcer votre mémoriel. C'est une technique qui va renforcer votre emprise sur les autres. Et c'est une technique qui va renforcer les pouvoirs en place. Donc c'est pas tellement heureux. C'est pas tellement quelque chose que l'on doit faire. Le mieux, eh bien, c'est de faire ça. Hop, vous vous reconnectez. Hop. Voilà, à la tradition. Et une fois que vous êtes reconnecté à la tradition, ça fait rire la petite fille qui est là. Une fois que vous êtes, Léane, une fois que vous êtes reconnecté à la tradition, eh bien, vous avez la lumière à tous les étages. Le problème, c'est que quand on veut fabriquer sa propre énergie, fabriquer ses propres croyances, fabriquer ses propres symboles, fabriquer ses propres mécanismes, fabriquer ses propres représentations, tout est basé sur l'ego. Or, l'ego, c'est un ensemble de traumatismes. C'est un ensemble de mémoires. C'est ce que le bouddhisme appelle les samskaras. Si vous construisez votre vie sur vos samskaras, vous construisez sur du sable. Parce que les samskaras, donc ces empreintes mémorielles, elles ont un cycle de vie. Et elles peuvent pas être renforcées ad vitam aeternam. Elles finissent par se décomposer, se dissoudre. Elles peuvent être, on peut les renforcer par cycle, mais il y a un moment où on arrive à une déconnexion. C'est-à-dire que c'est complètement contraire à l'ordre naturel et il y a un phénomène de sanction. Je vais vous donner un exemple. Il y a une expression assez classique qui illustre ça. On dit « tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se rompre ». Effectivement, une cruche, c'est très solide, c'est en terre cuite, mais à force de la jeter dans l'eau, eh bien, elle finit par se casser. Et c'est pareil avec les samskaras. C'est-à-dire que tous les processus hypnotiques ne tiennent pas. Il n'y a aucun processus hypnotique, même renouvelé,
qui tient durablement. Soit il faut le remplacer par un autre processus hypnotique, mais le même processus hypnotique ne tient pas. Les samskaras, ils ont un cycle de vie, et à la fin, eh bien, ça se brise, et l'énergie qui est à l'intérieur est libérée. Ce que fait le bouddhisme tantrique, c'est d'accélérer le processus par lequel les écorces, les samskaras, ces agglomérations, ces concrétions, eh bien, vont disparaître, et c'est les amener immédiatement à leur rupture, notamment par des astras, c'est-à-dire un certain nombre de mantras ciblés qui vont détruire les formations karmiques. Vous vous trouvez pas beau et vous voulez faire de la chirurgie esthétique. Et puis vous allez faire de la chirurgie esthétique, vous allez faire de la chirurgie esthétique, vous allez faire de la chirurgie esthétique pour vous essayer d'être de plus en plus beau ou belle. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être un monstre. Parce que si vous regardez les personnes qui ont fait des dizaines et des dizaines d'opérations chirurgicales, elles sont tout le temps en train de se regarder sur un certain angle, elles ont une image d'elles-mêmes qui leur convient mieux, mais qui ne correspond pas à ce qu'elles sont au fond d'elles-mêmes. C'est une image mentale qu'ils avaient d'eux-mêmes et ils ont trituré leur corps pour imposer cette image mentale à eux-mêmes et ensuite aux autres. En règle générale, si vous avez l'œil un peu averti, moi j'ai travaillé dans le médical, vous détectez les opérations chirurgicales chez les personnes. Vous détectez les transgenres, vous détectez toutes les falsifications de la nature, elles sont très facilement détectables. C'est pareil en matière intellectuelle. Si vous êtes dans une tradition spirituelle révélée, vous avez un ensemble de symboles, un ensemble de représentations, un certain nombre de mécanismes logiques qui font que vous êtes cohérent du début jusqu'à la fin. Dans notre texte de base de notre temple, le Sutra du plan du riz, le Samyutta Nikaya, il y a tout un extrait du discours du Bouddha qui décrit comment la réalité fonctionne. Et à la fin, le Bouddha dit tout est cohérent du début jusqu'à la fin. Et c'est très certainement ce qui différencie une pensée samsarique d'une pensée nirvanique, c'est-à-dire une pensée qui est orientée sur l'ego et une pensée qui est orientée sur l'éveil. C'est que quand vous êtes orienté sur l'ego, il est basé sur quelque chose d'évanescent. Il est basé sur des mémoires. Or, ces mémoires, comme je vous l'ai dit, elles ont des cycles. Et elles finissent par disparaître. C'est comme construire une maison sur une partie du sol qui finit par disparaître. C'est construire sur du sable. Et donc, construire un ensemble symbolique et construire un ensemble de représentations mentales sur des conventions mentales personnelles et un symbolisme personnel, ça ne fait que renforcer votre orgueil, ça fait que renforcer votre ego, votre sentiment de pouvoir, mais à un moment, vous allez vous confronter avec la réalité. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Je laisse penser les gens de moi ce qu'ils veulent. Je n'interviens jamais, ni en me déclarant victime, ni en me déclarant auteur. Les personnes pensent ce qu'elles veulent. Tu veux penser que je suis un lama, pense que je suis un lama. Si tu veux penser que je suis un escroc, pense que je suis un escroc. C'est ton problème. Et tu verras bien où ça va t'amener. En règle générale, quand on entend quelque chose, on se souvient toujours de la première chose. Alors, la plupart des choses qu'on entend dans ce système, c'est des mensonges. On vous a dit que c'était Ben Laden. Ça faisait pas une heure que les tours étaient tombées. Ils savaient déjà que c'était Ben Laden. Donc c'est quand même un peu curieux et que le même jour, il y a que la famille Ben Laden qui a le droit de voler en avion autour des États-Unis. Donc déjà, en règle générale, le système ment tout le temps. Et alors, le mensonge, c'est ce qui va être enregistré par les gens. Et puis après, pour leur prouver qu'on leur a menti, eh bien, il faut argumenter, se justifier. C'est-à-dire, ils ont cru tout de suite que c'était un attentat musulman. Ils ont cru tout de suite, sans aucune preuve, que c'était Ben Laden. Tout le monde l'a accepté comme une évidence. Ça a été rabâché. Mais au final, eh bien, quand on découvre que les pilotes étaient tous des Saoudiens, que certains travaillaient par les services secrets saoudiens, que certains d'autres ont survécu, que le fait que 3 ou 4 avions puissent divaguer comme ça dans le ciel des États-Unis pendant plus de 40 minutes, c'est inimaginable. Il y a le NORAD aux États-Unis. Donc, quand on commence à contrôler les choses avec un argumentaire logique, on s'aperçoit que c'est une histoire. Or, prenez n'importe quelle personne dans la rue et parlez-lui du 11 septembre. Au mieux, vous allez vous faire traiter de conspirationniste. Au pire, la personne va vous prendre pour un fou. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour tout ce qui est dit. La plupart des choses qui sont dites par le système, eh bien, ce sont des choses mensongères. Et après, les gens les acceptent parce que c'est le système, parce que c'est l'État, parce que c'est le pouvoir. C'est un mécanisme normal. C'est-à-dire, les gens accréditent le système, pensent que le système dit la vérité, et à partir du moment où c'est dit dans les journaux, c'est répété dans les journaux, que c'est fait par des journalistes, là, c'est contrôlé, c'est vrai, c'est contrôlé, c'est la télé qui l'a dit, donc ça devient vrai.
Alors avec la diversification des offres de contenu, notamment sur YouTube, il y a d'autres vérités. Mais par rapport à toutes ces opinions, qui sont en fait l'opinion du système ou l'opinion des différentes personnes, il est intéressant de connaître la personne. C'est-à-dire le système, qui est à l'origine de ce système, qui dirige ce système et quelle est l'ambition de ce système. Hier, on a préparé une vidéo que vous aurez dans 2 jours et qui est déjà sortie sur une chaîne qui vous parle de bouddhisme et aveuglement. C'est un YouTuber québécois qui l'a fait, qui m'est complètement égal. Je m'amuse de temps en temps à citer des gens parce que derrière la psychotronique va broder sur ça, parce que quand des gens quand un chien vous emmerde, vous lui jetez un os. Donc avec les gens de la psychotronique, il faut les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chiens. Donc de temps en temps, je mets des messages sur des sites et après, c'est des conventions mentaloches à guineloche et puis ils vont me harceler, etc. pour créer des conflits, etc. C'est des gens qui veulent pas avoir de conflits intérieurs avec le groupe de nazis dans lesquels ils travaillent pour transformer l'humanité en transhumain ou exterminer le reste. Donc, ils ont besoin de pas avoir de conflit intérieur. Et pour pas avoir de conflit intérieur, il faut qu'ils s'occupent avec des conflits à l'extérieur. Donc, ils passent leur journée à vouloir créer des conflits entre Pascal et un tel, etc., etc. C'est la principale de leurs occupations pour pas avoir de conflit intérieur, d'être les salopes du système qu'ils sont. Voilà. Complètement aveuglés par leur ego, leurs besoins matériels et qui surtout ne veulent pas réfléchir. Donc ils ont besoin de se distraire aux écoutes, donc c'est le genre de stratégie qu'ils mettent en place. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi j'utilise toujours cette technique d'envoyer des os aux chiens pour occuper les chiens. Et puis ensuite, ça me permet aussi de détailler le comportement du chien, de voir ce qu'est un os, de voir le comportement du chien avec son dos. J'ai beaucoup écrit sur les pratiques des services de psychotronique. Ce sont les chiens du système, ce sont les SS et les nazis les bolcheviks du système. Ils ont des préoccupations génétiques comme les nazis et des préoccupations de contrôle mental comme les bolcheviks. Et ça, c'est lié dans une chose qui s'appelle le transhumanisme, qui est un programme de mutation génétique et de contrôle mental avec une âme artificielle, une identité artificielle. Donc les gens qui travaillent à ce système, qui sont complètement dans l'aveuglement par rapport à ce système, eh bien, ils ont besoin qu'il y ait une multiplication des opinions des gens et de diviser les gens sur les opinions. On est dans une période où la vérité n'a jamais été aussi peu accessible parce que tout le monde donne son opinion sur tout. YouTube, la vérité, elle n'est pas sur YouTube. YouTube, c'est un ensemble d'opinions. Et pour pouvoir traverser toutes ces opinions et découvrir la vérité, il faut une méthode. Et c'est cette méthode qui est la gnose. Grâce à la gnose, moi j'ai observé la vidéo de ce Québécois et j'ai remarqué que en fait c'était exactement la technique du fast-checking. C'est toute une génération comme ça qui se veut sceptique, rationnelle, factuelle et qui au nom du rationalisme, qui est une secte, c'est la secte de Descartes. Descartes c'est une secte. Descartes, il a quitté la tradition chrétienne médiévale pour créer son propre dispositif mental, philosophique, qui s'appelle le cartésianisme. Quand on est dans le cartésianisme, on est dans un groupe philosophique. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme les gens qui disent, tiens, c'est un lapsus, ou tiens, c'est inconscient, etc. En réalité, ils ont pris des éléments dans toutes les écoles modernes. Et il y a une espèce de culture populaire qui s'est fabriquée avec ses propres représentations, ses propres symboles, ses propres conventions mentales, ses propres représentations du monde. La gnose, elle vient détruire tout ça. Elle annihile complètement tout ça. Si vous regardez par exemple le 11 septembre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 2 tours. 1 et 1. Or, si vous pensez que le système actuel, c'est un système satanique, eh bien, vous allez observer ce qui se passe. Parce qu'il n'y a que quelqu'un d'absolument pervers pour aller envoyer des avions dans des tours pour tuer les gens qui se trouvent à l'intérieur. Personnellement, si je voulais mener la guerre contre les États-Unis, je ne détruirais pas les tours du World Trade Center. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue stratégique. Donc, quand on a une véritable stratégie militaire, c'est pas les tours du World Trade Center qu'il faut détruire, surtout des vieilles tours remplies d'amiante, assurées 2 fois leur valeur 15 jours avant, et dont le chef de la sécurité est l'ancien chef du renseignement antiterroriste américain. Voilà, il suffit de creuser un petit peu, on voit bien. Par contre, on peut analyser ça d'un point de vue symbolique. Et on voit 2 tours, 1 et 1. C'est le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, il y a un nomade et il y a un sédentaire. Donc, ce qu'on nous annonce, eh bien, c'est la destruction d'un des deux. C'est soit la destruction de la sédentarité, soit la destruction du nomadisme. C'est très certainement la destruction de la sédentarité. Donc, la fin de l'Empire américain. On tape l'Empire américain dans un de ses symboles, qui est le S du dollar avec 2 barres. Donc,
Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On lâche le serpent monétaire. Vous voyez qu'après le 11 septembre, les États-Unis ont eu une crise financière et actuellement, on parle de la disparition du dollar. Donc, ce qui reste, c'est du nomadisme. Et alors, lorsqu'on regarde de près ce fameux nomadisme qui est lié au serpent du dollar, et quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que le deuxième avion rentrant dans les tours, c'est une image de synthèse. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire, bon, les tours ont été dynamités, tout le monde le sait, c'est tout à fait prouvable scientifiquement. Donc là n'est pas la question. La question, c'est la question du symbole. Qu'est-ce qui se passe le 11 septembre? Eh bien, c'est le début de la fin de l'Empire américain sur la question financière et c'est l'apparition d'un nomadisme du peuple américain. Donc c'est la destruction d'une civilisation et une explosion de cette civilisation à partir d'un effondrement monétaire et économique. Tout ça, je l'avais expliqué dès 2001. J'avais même annoncé la destruction du World Trade Center en 1998, figurez-vous, parce qu'il y a eu un attentat déjà commis par Ben Laden. Ils avaient mis une voiture dans les parkings souterrains, ils l'avaient fait exploser et il avait été inculpé pour ça. Il en était vraiment l'auteur. Après, est-ce que Ben Laden est l'auteur des attentats du 11 septembre? En réalité, il n'a jamais été inculpé. Il n'a jamais été jugé, il a été assassiné sous ordre du président des États-Unis. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a eu un mensonge, les gens l'ont cru, mais que pour arriver à ramener les gens à la vérité, il faut un travail de fou. Voilà. Donc moi, mon opinion et ma technique, c'est que je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Parce que sinon, vous n'en finirez plus. En argument, contre-argument, etc., etc. En réalité, la simple question, quand on vient m'attaquer sur la question du 11 septembre, vous dites alors le 11 septembre. Alors je dis, écoute, quelle est la version officielle? On me dit, c'est ça. C'est ce que tu crois? On me dit, pas forcément. Certains oui, d'autres pas forcément. Je dis, pourquoi est-ce que tu as cru ou t'as pas cru au début la version officielle? Qu'est-ce qui te permet? Quels sont tes arguments logiques à toi? C'est-à-dire, je renvoie la personne à elle-même. Quand une personne me dit, c'est les musulmans, c'est Ben Laden, etc., je demande quelle preuve tu as que ça soit des musulmans et Ben Laden. Ah, mais c'est la télé qui l'a dit. Ok. Après, quand les personnes me disent, non, j'ai pas confiance dans la version officielle, etc., mais quels sont tes arguments? Voilà. En réalité, face à un événement, chacun d'entre nous va l'analyser en fonction de ses propres symboles, de ses propres croyances. La gnose, elle permet de sortir de ça. Moi, quand il y a un événement qui me frappe autour de moi, je ne l'analyse jamais par rapport à ce que je crois ou ce que je crois pas. Je passe ces faits à l'intérieur d'un dispositif intellectuel qui s'appelle la gnose. De temps en temps, j'ai besoin d'en savoir plus. Je vais regarder en astrologie les positions planétaires au moment où ça s'est passé pour avoir une idée des influences qui s'exerçaient à ce moment-là. Et quelquefois, il faut remonter dans le temps pour voir la rotation du cosmos autour de nous et pour voir ce dont il peut s'agir. Voilà. Et donc, on a une analyse qui est une analyse astrologique. C'est pas une fin en soi, c'est juste un instrument. On peut pas tout analyser d'un point de vue astrologique. On a d'autres instruments d'analyse, on a l'analyse élémentale, on analyse par rapport aux 5 éléments. Ça, c'est une des visions de la gnose. La gnose, c'est une vision astrologique et une vision élémentale. En fonction de ça, on regarde s'il y a du mémoriel et s'il y a de la vitalité et comment ça s'articule. Si c'est de la construction ou si c'est de la destruction, si c'est de la construction mémorielle ou si c'est de la construction éveillée. En fonction de ça, on arrive à se déterminer en 2 coups de cuillère à peau, sans rentrer dans les polémiques, sans se heurter avec les gens. Mais vous verrez qu'en réalité, les gens qui contrôlent nos sociétés, eux, savent très bien le jeu des éléments et eux, ils se connaissent très bien l'astrologie. Et quand vous regardez de près les différentes actions sataniques, elles sont basées sur un calendrier du satanisme, qui est un calendrier inversé. Et dans le travail des éléments, c'est entièrement monté sur ce qu'on appelle les distorsions élémentales. Tout est fait pour vous mettre dans le conflit intérieur et la dualité. Et quand on est du côté du pouvoir, mettre les gens dans la dualité et le conflit, ça permet de les contrôler. Les services de police passent leur temps à générer des conflits avec la population. Donc le pouvoir confronte la population et ensuite envoie les flics. Et les flics provoquent pour que ça soit un bain de sang. Quand ils n'ont pas des ordres et quand ils ne sont pas en immunité totale. Donc, dans ce contexte-là, il faut surtout sortir de la pensée dualiste. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises dans l'instant. Mais sur le long terme, on ne sait jamais ce que ça donne. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui sont très bonnes à long terme. C'est les pratiques, c'est la tradition. Et il y a des choses qui sont très mauvaises à long terme. C'est l'athéisme et l'absence de pratiques religieuses et spirituelles. C'est pareil au niveau de la volonté, il faut faire preuve de volonté pour pas être soumis aux autres, mais il faut pas non plus chercher à imposer sa volonté aux autres. En règle générale, quand on cherche à imposer sa volonté aux autres, c'est qu'on a des choses à cacher.
Moi, je cherche jamais à imposer ma volonté. Je laisse chacun faire ce qu'il veut et chacun se positionner. Et là, d'un seul coup, vous découvrez les gens véritablement altruistes, qui sont compatissants, qui sont orientés vers l'éveil, ou les gens qui veulent faire des expériences et qui utilisent les autres comme des rats de laboratoire. Une fois que vous avez fait ça, il faut voir si la personne le fait clairement, ou elle est complètement formaliste, complètement idiote, complètement formaliste, complètement la tête dans la société, il n'y a plus moyen de la faire réfléchir, ou si la personne elle est claire par rapport à ses motivations, ce qu'elle fait, etc. Ça amène beaucoup d'équanimité, tandis que le monde actuel, il amène beaucoup de froideur émotionnelle et il amène beaucoup de tempête émotionnelle. On passe notre temps à être froid dans le monde moderne ou à être dans la tempête émotionnelle. On va pas donner d'argent aux clochards qui tapent à la porte de la voiture pour manger, mais par contre, quand on va nous montrer la photo d'une petite fille perdue, on va se mettre à pleurer, ça nous attire l'émotion. Voilà. Donc, c'est à géométrie variable. Le mieux, c'est l'équanimité. Mais pour atteindre l'équanimité, la clarté, la compassion, la confiance absolue dans tous les processus du début jusqu'à la fin et dans l'intelligence omniprésente, ça demande beaucoup de travail, particulièrement le travail de revenir à soi-même. C'est un travail de retour sur soi. C'est arrêter de se projeter dans le monde, arrêter de chercher à manipuler le regard des autres. Nous sommes ce que nous sommes. Or, la plupart des gens essayent d'être vus pas comme ils sont. Ils essayent d'être vus d'un point de vue avantageux. Ils vont prendre des selfies, ou ils sont dans la meilleure position, etc. Elon Musk disait lui-même, c'est un mensonge. C'est un auto-mensonge. C'est un mensonge qu'on fait aux autres qui devient un mensonge qu'on fait à soi-même. On finit par tomber amoureux de la propre image qu'on s'est fabriquée de soi. Voilà. Et ça, c'est le piège de l'ego. L'ego, il est amoureux de l'idée qu'il s'est fait de lui-même. Or, en règle générale, on n'est pas conscient de notre ego et notre ego ne correspond pas à la réalité matérielle. Alors, on peut toujours, avec son ego, illusionner qui on veut. Vous pouvez illusionner la planète entière. Il y a des tas de personnes qui font ça du soir au matin, qui illusionnent la planète entière. Toute la planète a cru que c'était Monsieur Ben Laden du fin fond des grottes de Tora Bora avec sa mobilette qui avait dynamité qui avait jeté des avions dans les tours. Voilà. Tout le monde l'a cru. Les gens l'ont cru parce qu'on leur disait que c'était ça. Et les personnes qui étaient sceptiques, c'était les personnes qui connaissaient la géopolitique, les personnes qui s'y connaissaient en matière d'explosifs, ou des personnes qui avaient un instrument d'analyse symbolique. Moi, j'ai un instrument d'analyse symbolique, et quand le 11 septembre s'est passé, tout de suite, j'ai dit, je ne crois pas à la version officielle, parce que symboliquement, elle ne tient pas. Voilà. Après, il a fallu, on en est maintenant presque à 25 ans après, 22 ans après, il y a encore des gens qui croient que M. Ben Laden, avec sa mobilette à Tora Bora, qui a été assassiné sur ordre du président des États-Unis et qui a jamais été inculpé dans l'affaire du 11 septembre, était l'auteur de cet attentat terroriste. Donc, la plupart des gens acceptent de croire les mensonges du système parce que ça les arrange, comme les Allemands acceptaient de croire les mensonges des nazis. Et comme les Russes ont accepté de croire les mensonges des bolcheviks, parce qu'il y avait des avantages à croire ces mensonges. Demandez aux millions d'Allemands qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et demandez aux Russes qui sont morts dans les camps de concentration et qui ont vécu la période soviétique, si c'était si confortable que ça de croire les mensonges d'Hitler et les mensonges de Staline. C'est la question que je vous pose. Pendant combien de temps vous allez continuer à croire les mensonges du système ? À très bientôt. Ciao.